Bâmeurs et bâmeuses, bonjour ou bonsoir pour ceux qui nous regarderont le soir. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le média alternatif BAM. Aujourd'hui, on avait envie de vous faire connaître un livre, un roman incroyable et magnifiquement bien écrit qui s'appelle Pax Dystopia. Le voici. Un roman dystopique qui nous raconte notre futur en 2060 dans un monde froid et aseptisé et dont la bascule se situe dans notre présent, ce présent qui est bouleversé par la crise sanitaire. Et nous recevons son auteur aujourd'hui. Bonjour Nicolas Da Silva. Bonjour. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui vous êtes ? Donc je suis suisse, mais je réside en Belgique. Et j'écris depuis très longtemps, mais j'ai fait des boulots très différents parce qu'on ne vit pas toujours de son écriture. Et là, ça fait une dizaine d'années que j'écris des romans. Et celui-ci, c'est le 5e, je crois. Et voilà. Merci. Est-ce que vous pitchez le roman ou on le pitch ? Non, pitcher, c'est toujours amusant d'entendre les autres pitcher. Bon, Ok, alors je vais le faire, je Lance-toi. vais pitcher ce roman. Alors, autant vous dire tout de suite, on est complètement fan de votre roman. Alors, c'est un roman dystopique, comme l'a dit Valérie, qui est écrit en 2060. Qui raconte ce qui pourrait nous arriver si ça continue comme ça. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce roman sur. C'est une critique évidemment féroce pour aligner un cliché de ce qui nous arrive. Des gouvernements, des décideurs, des grands organisateurs, on va en reparler. Moi, je voulais d'abord dire que j'ai été complètement scotché par votre style. Vous êtes un écrivain inconnu, puisqu'on ne vous connaît pas, on n'a jamais... Mais vous avez un niveau d'écriture extraordinaire, puisque vous arrivez, techniquement, moi je suis très sensible à ça, vous avez un style incroyable, puisque vous arrivez à écrire à 5 voix, donc 3 voix d'un des personnages, 2 dans des livres et puis une en live, si je puis dire, et puis 2 autres voix de 2 narrateurs. Donc vous arrivez à écrire et des voix qui se distinguent. Et là où le tour de force est encore plus grand, c'est que vous arrivez à faire 3 voix d'une même personne. On arrive à distinguer les livres qu'il a écrits. Donc une personne, un personnage. Donc je trouve que c'est un tour de force littéraire déjà, stylistique. Et puis c'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment ça se lit très bien. Faut rentrer un petit peu dedans parce que les gens sont peut-être pas habitués à des livres à narrateur. Bon, les amateurs de Lovecraft peut-être ou de Paul Auster, je crois, il a écrit Léviathan. Je crois qu'il y avait un narrateur là. Donc avec un narrateur, c'est pas exactement comme avec le héros, avec un héros qui raconte, le point de vue du héros. Là, il y a le point de vue du narrateur, etc. Mais on y rentre parce que évidemment, il y a beaucoup de choses. Vous racontez évidemment beaucoup de choses dans ce roman. Sur tout ce qui nous arrive et vous arrivez à tout caser là-dedans, en faire une histoire, c'est-à-dire on rentre dedans et puis on veut savoir et puis on arrive, il y a 2 parties distinctes, donc on va en parler. Moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est comment est né Pax Dystopia. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on pourrait s'arrêter là, c'était vachement bien. Franchement, c'est super. Là, les gens le liront, c'est très bien. Voilà, merci, comme ça. C'est bien. Super. Moi, je rajouterais juste pitcher la narration de façon très simple, en 2-3 phrases, pour que les gens s'y retrouvent quand on va parler du bouquin. Donc, en 2 mots, on est en 2060, dans un monde froid, comme je disais, aseptisé, où la machine a pris toute la place, où l'homme fait corps avec la machine, et un journaliste que vous appelez dans cette époque un médialiste, en mal voilà, il est mal dans sa peau, il se sent pas bien dans ce monde-là, il rêve beaucoup du monde d'avant. Par son père, il a l'amour des livres et il va un jour dans une librairie
les librairies sont devenues clandestines, je peux le dire comme ça. Oui, on peut le Voilà, dire. et il tombe sur un bouquin qui s'appelle Pax Dystopia, écrit par un auteur qui s'appelle Oswald Cadini. Et il est complètement scotché de voir que dans ce livre, le monde, enfin l'histoire de 2020 à 2060 est racontée et cet auteur raconte exactement ce qui se passe en 2060. Donc on a une espèce de mise en abîme comme ça complètement très attachante et très forte. Et donc, il décide de partir à la recherche de cet auteur qui vit encore. C'est bien ça? C'est bien ça, voilà. C'est très bien. Bon, alors, comment est né Pour en revenir à la question, ouais. Comment est né, en fait, à la base, c'était un essai. J'ai écrit un essai sur vraiment plein de domaines, que ce soit la politique, l'économie, la spiritualité, c'est vraiment plein de sujets très différents. Et je voulais faire une espèce de synthèse du passé, du présent et du futur probable. Donc j'ai commencé ça... Par rapport à cette crise sanitaire? Non, j'ai commencé ça en 2017. Okay. Voilà. Et puis, pour faire une bascule, j'avais fait une bascule entre 2020 et 2030. Enfin, c'est pas une prédiction absolue, parce que si on suit un peu tous les gens qui ont des idées là-dessus, il y a toujours cette période qui paraît très sensible, et on y est. Et donc j'ai fait ça, et en 2020, dans mon essai, il y avait une pandémie mondiale. Waouh! Mais non, mais c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a scotché. Vous êtes devin, en fait, c'est ça? Non, du tout, non. Vous venez du futur? Alors peut-être que je ne viens pas du futur, mais peut-être que dans le futur, il y a quelqu'un qui me parle et c'est peut-être moi. Voilà, c'est peut-être autre chose. Mais en fait, j'avais écrit ça, et donc il y avait une pandémie mondiale qui commençait en 2020. Et puis j'ai mis un peu ça de côté, parce que j'avais 2 autres romans qui n'avaient rien à voir. Et puis quand sont arrivés les événements que nous savons l'année dernière, je m'y suis remis tout de suite, parce que j'avais déjà à peu près tout. Et puis, et puis en cours de route, je l'ai transformé en roman. Ouais. Parce qu'un essai, c'est assez lourd. Ouais. Il y a plein de références, il y a des notes de bas de page, c'est assez technique. Ouais. Et je me suis dit, il faut quand même que ça parle à un maximum de gens. J'espère qu'un maximum de gens vont le lire, qui vont peut-être trouver des réponses, des solutions, d'autres idées. Donc je l'ai transformé en roman. Et je l'ai fini à la fin de l'année dernière, fin 2020. Fin 2020. Et donc, vous décrivez dans le roman exactement ce qu'on vit maintenant. C'est ça qui est... Mais je vous dis, c'est pas vraiment de la prédiction, parce que moi, c'est des sujets qui m'intéressent depuis très longtemps. Et quand on synthétise un peu tous les paramètres du monde où on est, on arrive à des résultats, des moments. Par exemple, là, le fait qu'en 2020, ou disons la séquence 2020-2030, il allait y avoir quelque chose d'assez important, c'était presque... C'est évident. Voilà, donc quelque chose devait arriver. Et il y a peut-être 3-4 scénarios qui pourraient se produire dans la pandémie, qu'elle soit concrète ou pas. Voilà. Donc il y a vous avez prédit une bascule, en fait, une bascule civilisationnelle, sociétale. Oui, c'est ça. Ouais. Un changement de paradigme. Hein. Ouais. Vraiment. C'est ce qui est en train d'arriver, d'ailleurs. Ouais. C'est ce qui est en train de se passer, sous nos yeux. Donc c'est effrayant, mais c'est fascinant en même temps. Est-ce que selon vous, ce livre, j'imagine, sert au lecteur à en prendre conscience, peut-être? Les gens n'en ont pas pris conscience encore? J'espère que les lecteurs vont pouvoir en prendre conscience en le lisant, mais je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'en ont pas pris conscience, non, effectivement. Ah oui. Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas la séquence où nous sommes. Et encore moins sur quoi elle va déboucher. Ça, c'est très inquiétant. Ouais. Ouais. Vous laissez entendre par la voix donc de votre personnage, l'auteur, par la voix de Cadini, que tout ça avait été préparé. C'est-à-dire que tout ce qui arrive là, maintenant... est-ce que c'est un effet d'aubaine, cette pandémie, ou, comme votre personnage le dit, ça a été... pensé depuis pas mal de temps. J'ai entendu une interview, en fait, que vous avez fait un podcast où vous disiez que c'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé depuis longtemps, c'est-à-dire comment le monde s'articule, toutes ces choses-là. Et donc, c'est de là aussi qu'est né ce livre. Tout à fait, mais il y a aussi quelque chose à voir, c'est que ça fait très longtemps, on va dire, on a un show historique de 50 ans, là, où on a plein de documents, de dossiers, de gens qui se réunissent, qui sortent des choses, où tout est un peu là, quoi. Oui, c'est le principe, justement, le personnage explique ça à un moment, on parle beaucoup de complot, de complotisme et toutes ces choses-là, mais un complot, c'est caché.
Un complot, c'est divulgué au dernier moment et tout le monde est surpris. Là, c'est vraiment pas un complot parce qu'on a tous les documents depuis longtemps. C'est un agenda et il est en train de se mettre en place. Ouais. Pour moi et pour le personnage, forcément. Qu'est-ce qui vous a fait... Là, j'ai l'impression que vous avez fait des recherches, enfin que vous êtes intéressé à tout ça. Pourquoi ? Parce que je suis curieux de nature, depuis tout petit, je pense. Et que, ouais, plein de sujets m'intéressent, même des choses où je ne suis pas spécialisé. Je suis très curieux de tout, des gens, de la société, du monde. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup, depuis toujours. On peut dire que vous êtes un chercheur indépendant ? Ouais, voilà. Parce que c'est pas dans non spécialisé et cadre, indépendant. Ouais. Oui, c'est ça, mais c'est pas dans le cadre universitaire, non, du tout. Ni quoi que ce soit. Non, du tout. J'ai pas fait d'études du tout d'ailleurs. Vos romans précédents sont plus légers ou c'est du même acabit ? Alors, ils sont plus légers, c'est des choses très différentes parfois, mais j'ose espérer qu'il y a quand même une profondeur qui ressemble parfois à Pax Dystopia. Ouais. Il y a beaucoup d'essais qui sont écrits en ce moment, évidemment, sur cette crise sanitaire. Et vous nous avez dit au départ c'était un essai, mais c'est intéressant justement quand ça devient un roman, eh ben, il y a une mise en abîme, c'est la magie du roman d'ailleurs, c'est qu'il y a une distanciation, si j'ose employer ce terme de la novlangue covidiste, mais il y a une distanciation par rapport à ce qui arrive, et c'est ça la mise en abîme qui permet au lecteur justement de se projeter dedans avec de l'empathie, de l'identification, mais pas trop. C'est-à-dire, c'est ça, c'est safe, quoi. Oui, c'est aussi l'idée de faire des allers-retours entre un présent qu'on considère comme on veut. Comme je disais, il y a des gens qui ne voient pas ça comme ça, mais même ceux-là, voilà, ça leur donne un écho du présent, et puis ils peuvent faire un peu des allers-retours avec un futur probable. Voilà, on a ce joint permanent. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce futur en 2 mots ? Oui, en 2 mots. On a encore 2 ou 3 scénarios possibles. Et un des pires, c'est le totalitarisme. Mais le totalitarisme lent, calme, tranquille. J'ai l'impression des fois qu'on est dans un monde qui serait dirigé par des pervers narcissiques, parce que c'est un terme qu'on comprend bien, où en fait, justement, tous les paramètres, tout ce qu'on nous propose, tout ce qui se passe, avance tranquillement, à côté de nous, tranquillement, et puis c'est fermé. Et quand c'est fermé, c'est trop tard. C'est ce qui est en train d'arriver. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va arriver. Pour l'instant, ça s'annonce comme ça peut changer. Le pire n'est jamais sûr, mais c'est ce qui est en train d'arriver. Ça, c'est le scénario du pire. Ça, c'est le scénario du pire, et il y a quelque chose vraiment du pire là-dedans, c'est ce côté amorphe des gens, et ce côté où les gens ne se rendent pas compte qu'on va là-dedans. Et quand on y sera, on aura... Ça, c'est la puissance absolue de ceux qui organisent ça. C'est quand on y sera, on n'aura même pas vraiment l'impression d'y être, et on n'aura même pas un schéma qui nous montrera qu'on est arrivé là comme ça. C'est un peu difficile à comprendre. Non, c'est la grenouille qui est en train de fuir. Voilà, oui. Et d'ailleurs, il paraît même que la grenouille, elle part quand on la chauffe. Oui. C'est pour dire à quel point on en est, quoi. Oui. Mais voilà, et je pense que ça, c'est le scénario du pire, et c'est celui qui est en train de se dessiner. Mais c'est peut-être pas celui qui va arriver, mais pour l'instant, on en est là, quoi. À l'heure où on parle, voilà. Voilà. Ok. Et justement, cette bascule, donc ce changement de paradigme, l'auteur, donc Cadini, toujours, parle d'une façon de faire de ceux qui organisent ça, donc on va appeler les grands organisateurs, comme vous l'appelez dans le livre. Comme il l'appelle dans le livre. Et vous parlez justement d'étape par étape, c'est-à-dire d'une façon d'installer ce totalitarisme étape par étape. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, c'est un grand classique de la manipulation, c'est qu'on ne peut pas faire tout d'un coup, sinon les gens vont voir qu'il se passe quelque chose. Donc on a plein d'exemples comme ça. C'est le principe d'une entreprise, j'ai cité cet exemple dans le livre, où vous annoncez qu'il y aura 15 000 licenciements, donc c'est la panique générale. Et là, les gens se battent, il se passe plein de choses, c'est le gros drame, ils commencent à lutter, à brûler des pneus, tout ce qu'on veut. Et puis vous attendez un peu, vous les laissez monter, après vous leur dites que finalement il n'y en aura que 6 000. Donc là, il y a plein de gens qui sont contents, et ils vont commencer à se battre entre eux aussi pour essayer de garder la place. Et puis à la fin, voilà, mais il y a eu 6 000 licenciements, c'est passé. Si j'avais dit 15 000 d'entrée, et puis qu'on serait resté là, ça aurait bloqué, j'aurais des problèmes avec les employés.
Si on avait dit 6 000 d'entrées. Non, si j'avais dit 15 000, Oui. et je serais resté sur mes 15 000, Ah oui. ça aurait été mais le si chaos. Mais si on avait dit 6 Ah 000, oui, ça aurait été la même chose. Oui, justement, oui. C'est ça. Donc c'est ça, là, il y a plein d'exemples comme ça, et on vit ça en permanence, mais ça date même d'avant ce qui se passe maintenant, ça a toujours été comme ça. C'est toujours étape par étape, et d'installer aussi ce que j'ai appelé dans le livre le principe du socle. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la base, elle est figée. Et après, on est obligé de jouer en dessus. Alors que la base est déjà fausse. À la marge. Et vous prenez le masque d'ailleurs comme exemple. Oui, le masque, c'est un exemple. C'est un bon exemple de ce qui se passe. C'est-à-dire que le masque, c'est un socle. Maintenant, c'est admis. Ouais. Les gens le mettent spontanément maintenant. On le voit d'ailleurs. On ne sait pas si c'est une bonne idée ou pas, si c'est vraiment quelque chose ou pas, mais voilà, on le met. Où ? Dans tout, partout. Ouais. Et quelqu'un l'a pas, on lui fait la remarque. Ouais. Même quelqu'un qui n'est pas apte à me faire la remarque va me la faire. Voilà, et ça c'est posé. Alors que c'est déjà faux à la base. C'est parti. Ouais. Et c'est ça qui va pas. Hein. C'est ça le étape par étape. Et puis à un moment, on est à l'étape finale, mais là c'est beaucoup trop tard. Ouais. Voilà. En fait, je voulais dire, c'est à la fin, quand on a lu votre roman, on se tire une balle ou... Non, du tout. Non, parce qu'en fait, on part mal. Non, mais là, on est en train quand même d'écrire quelque chose. Non, on part mal, comme maintenant un peu. Ouais. Et puis finalement, en cours de route, on retrouve plein de choses. Des idées, des solutions. Et puis surtout, c'est pour ça que c'est difficile d'amener les gens au positif ou à l'espoir. Parce que il faut maintenant aller dans le noir ou dans le fond. Vraiment, il faut voir vraiment la réalité. Il faut aller dans le fond du Il faut voir ce qui est en train de se passer vraiment. C'est méchant. Hein. Il faut l'accepter, il faut le voir, il faut comprendre ce que ça veut dire. Une fois qu'on le sait, on peut remonter. Alors déjà, les gens ne vont pas dans ce noir, donc ça va être difficile de le remonter, effectivement. Mais bon, c'est comme ça. Et le livre est construit comme ça, où on descend bien, on va voir un truc qui fait très peur, et après on remonte. Oui, puis la fin est quand même extrêmement pleine d'espoir. Absolument. C'est important. Non, il faut garder l'espoir. Bien sûr. D'ailleurs, la période que nous vivons, elle a quand même beaucoup de points positifs. Oui. Par exemple, moi je trouve que c'est... Alors ça peut paraître violent, mais moi ce que j'aime bien c'est l'idée... C'est pour ça qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu eschatologique dans ce qu'on vit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'apocalyptique, parce que l'apocalypse c'est la révélation. Et moi ce que j'aime bien c'est que tout est révélé en ce moment. Tout le système, la politique, tous les paramètres sont révélés, et les gens aussi sont révélés. Et on a des très mauvaises surprises, et on a des très bonnes surprises. C'est-à-dire qu'il y a une authenticité, on voit mieux qui est qui. Alors ça peut faire peur, parce que suivant qui c'est, des proches, de la famille, c'est pas évident. Mais moi je trouve ça très très bien. Je trouve qu'on voit plus clair, voilà. Et ça c'est un point positif de ce qui se passe, pour moi. Mais il faut accepter cette réalité aussi. Il faut elle est dure quand même. Oui, c'est dur. Mais justement, il faut passer par ce qui est dur pour retrouver le dos. Voilà, je pense. Oui, puis il y a plein de choses assez belles qui se passent, des collectivités qui se forment, des gens qui se mettent ensemble pour faire des choses, une certaine solidarité aussi qui se révèle alors qu'avant on la voyait pas trop. BAM, je pense, en est un bel exemple. Moi, je voulais revenir sur ces grands organisateurs, d'une part, et on va dire le pendant... C'est pas les méchants et les gentils, mais le pendant, la résistance, en fait. Parce que vous en parlez de cette résistance dans ce roman. Cadignet en parle beaucoup, puisqu'il y a un des personnages dont il est tombé amoureux, qui est une femme, qui est une résistante, une figure de résistante magnifique. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux pendants, les grands organisateurs et la résistance en face? Les grands organisateurs, c'est qui en fait? Justement, c'est un terme un peu générique comme ça, parce qu'il faut mal leur donner un nom, mais c'est tous ces gens qui travaillent, mais c'est vrai que c'est difficile à appréhender pour le... Je dis le commun des mortels dans le sens où pour eux, nous sommes le commun des mortels, c'est pour ça que je dirais ça. Et ce sont des gens qui travaillent depuis longtemps à ce changement de paradigme, et qui sont en amont et dans les coulisses de tout ceux ça qui tirent les ficelles, depuis très longtemps. C'est pour ça que tant mieux cette crise, on peut l'appeler comme on veut, a réveillé plein de personnes, mais ça n'a vraiment pas commencé l'année dernière. C'est un travail de longue haleine qui dure depuis très très longtemps. Et c'est des gens qui sont à la manœuvre, pour des raisons différentes, mais avec cette espèce de but commun de ce changement de monde pour un autre monde. Parce que le monde où on est, il est condamné. Je veux dire, en l'état, on sait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Sous tous les paramètres, on est bloqué à un moment.
Il y a trop de monde, socialement, économiquement, écologiquement, c'est une catastrophe. Donc il faut bien un moment qu'il se passe quelque chose. Un reset, Par exemple, une réinitialisation. Voilà, par exemple, et ces gens veulent amener ça, ouais, bien sûr. C'est ce qu'on peut appeler les grands organisateurs. Mais c'est vrai que pour la masse, de laquelle je fais partie, c'est difficile à appréhender parce que ce sont des gens, de mon point de vue et du point de vue du personnage, je partage ça avec lui, qui sont capables de travailler très longtemps pour un but qui arrivera plus tard. Ça, c'est dur à comprendre pour nous qui sommes une société... À plusieurs générations, voilà. vous voulez dire. Nous, on est dans le Ils sont très consumérisme. solidaires, en tout cas. Voilà, Oui, on oui. est dans le consumérisme, dans le plaisir immédiat, on est dans ce truc de plaisir, de plein de choses. On prend une personne, on lui dit voilà, tu vas faire ça pendant 30 ans. Normalement, on aura le résultat en 2153. Le gars va dire mais moi, j'ai envie de vivre maintenant, j'ai pas envie de faire ça. Quoi. Bon, les gens qui font ça ont aussi des facilités, ils ont un train de vie qui va avec, mais il y a ça, et ça, c'est difficile à voir. Et puis, ils sont aussi des gens qui ont quelque chose de global, d'empirique, qui nous paraît pas possible dans le monde, qui a l'air très multipolaire où on est, on ne peut pas imaginer, on se dit, mais il y a trop de pays différents, il y a trop de cultures différentes, on ne pourrait pas unifier tout ça. Et pourtant, aussi, en coulisses, ils arrivent à le faire. D'ailleurs, ils l'ont fait avec la crise dite sanitaire, parce qu'ils ont réussi à imposer des mesures dans les pays qui n'ont absolument rien à voir entre eux. Et on fait les mêmes mesures. Ouais. Ça, c'est très étrange. Oui, on a aussi. fait la même chose que la Chine. Voilà. Genre, la France et l'Inde font les mêmes mesures. Entre le climat, la biologie, la population, tout, on fait les mêmes. Ça, c'est déjà bizarre. Donc, on arrive à unifier. J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux pas savoir ? C'est une question philosophique, mais je la pose à un écrivain parce que je pense qu'il y a matière à écrire beaucoup là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux pas savoir ? Alors, je pense qu'il faut mieux pas savoir quand on n'a pas les capacités réelles de le faire. Mais si on les a, c'est pour moi une lâcheté. Si on a les capacités de savoir, alors on doit savoir. Ouais, mais après, on en fait ce qu'on veut. Votre vie est plus la même maintenant. Vous voyez Même ma vie n'a jamais été la même, parce que je connais ça depuis longtemps. Quand on nous a annoncé en février-mars qu'il y avait une pandémie mondiale qui allait tuer 95% de la population mondiale, ça m'a inquiété 3 jours. Je regardais les journaux, je me suis dit, ouais, c'est possible, hein, il peut y avoir un virus qui sort et puis on va tous mourir, possible. Mais 3 jours. Après, je me suis dit, non, bah non. Voilà. Donc je suis pas inquiet. Il y a des gens qui m'ont déjà dit ça, qui m'ont dit ça doit être terrible pour toi de vivre comme ça, tu dois pas être bien. mais je comprends. Moi, je pourrais leur tourner le truc et j'aimerais pas être. Ça doit être terrible de vivre dans cette illusion totale où tu es. Et quand l'illusion va tomber, tu vas vraiment tomber. Moi pas, mais toi tu vas tomber. Voilà. Après, bon, ça c'est. Je fais attention de ne pas alimenter justement une nouvelle lutte horizontale. Oui. Donc voilà. Oui, ça, les luttes horizontales, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie du processus, on va dire, que les grands organisateurs utilisent. Donc, vous pouvez juste dire, parce que c'est très intéressant ce truc de lutte horizontale. Bah, les luttes horizontales, c'est pas un concept que j'ai inventé, ça, on a déjà entendu parler chez plein de gens. Oui, mais... C'est, en fait, l'idée, c'est de monter les gens entre eux selon leurs idées, leur ethnie, leur appartenance, tout ce qu'on veut. Et pendant qu'ils se battent entre eux, plus haut, on gère ce qui se passe comme on veut sans qu'ils regardent spécialement chez nous. Et il y a toujours des luttes horizontales, c'est-à-dire qu'il y a les femmes contre les hommes, les blancs contre les noirs, les véganes contre les mangeurs de viande, les musulmans, les patrons. Oui, les musulmans contre les chrétiens, les homosexuels contre les hétérosexuels. Ici, c'est les vaccinés contre les non-vaccinés. Voilà, et maintenant on a une nouvelle lutte horizontale qui marche très bien d'ailleurs, c'est j'ai eu une injection, j'en ai pas eu, c'est pas moi, c'est toi, etc. Et pendant qu'on fait ça, pendant qu'on continue à alimenter ces guerres-là, on regarde jamais qui crée ces guerres et pourquoi. Il n'y a jamais de lutte verticale. Et si une fois il y avait une... Gilets jaunes, c'était par pas exemple, une lutte verticale. Par exemple, les gilets jaunes, c'est une bonne amorce d'une lutte qui pourrait être verticale, c'est intéressant. Et toutes ces minorités qui se font contrôler finalement et manipuler devraient une fois mettre tout à plat, se tenir un peu la main, puis attaquer le vertical, ce serait intéressant. En plus, la division, là, parce que c'est vraiment la division, donc on coupe des liens dans la société. Pour moi, je pense que c'est le pire qui se passe, moi en tant que citoyenne. Et le fait de couper ces liens, mettre les gens dans des guéguerres, on va dire, entre eux, au sein des familles, entre les amis. Et c'est vraiment le gouvernement qui alimente ça, et les médias, parce que, je veux dire, on a beau chercher, c'est là, c'est sous nos yeux. Et
une des solutions à ça, ça serait la solidarité, la collaboration et la résistance. Je reviens avec la résistance, mais pouvez nous en dire un mot? La résistance, c'est un peu après, parce que d'abord, il y avait un peu de solidarité, mais comme tout ça a été préparé il y a longtemps, il y a un tel individualisme, une telle volonté de garder ce que j'ai déjà, même si je ne me rends pas compte que je vais quand même finir par le perdre. Déjà, c'est difficile d'avoir une unification. Déjà. C'est pour ça aussi qu'il y a quelque chose de séparé dans ces luttes horizontales sur les gens qui sont pour ou contre ce qui se passe et qui restent entre eux. Parce que c'est aussi rassurant quelque part, mais ça date pas de maintenant. Donc, ouais. Après, cette résistance, normalement, la résistance, elle devrait déjà être individuelle. On devrait être fidèle à nos convictions. Mais c'est violent, là, parce que là, vous avez tout le monde à dos. Mais elle devrait commencer individuellement, la résistance. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Vous ne pouvez pas faire comme si ça allait bien. Vous ne pouvez pas abdiquer et suivre ce que les autres font si vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est violent de faire ça. Il faut être prêt, quoi. Et vous avez plein de gens à dos, il va y avoir de l'hostilité autour de vous. Voilà, mais ça commence par soi-même, déjà. Mais en faisant ça, vous êtes déjà plus digne avec vous-même, vous vous sentez peut-être mieux, vous y allez. Et puis vous rencontrez des gens, justement, qui font comme ça. Et là, ça commence à être de la résistance plus globale, ce qu'on devrait avoir. Alors, justement, comment s'en sortir ? Comment s'en sortir ? Déjà... comment sortir de ce futur justement, si on veut sortir de ce futur, déjà, il faut avoir une pensée très positive sur ce futur, déjà. Il faut pas... parce qu'une des réussites aussi, c'est qu'avec ce qu'on nous a déjà montré et ce qu'on nous montre, on est complètement déprimé. Voilà. Et puis, si on veut un peu d'espoir, faut appliquer ce qu'on nous dit, comme ça, peut-être que l'espoir est au bout du chemin. Voilà. Mais si on dit non, et puis qu'on projette ou qu'on visualise quelque chose de très différent pour nous tous, ça commence déjà très très fort. Ça, c'est inarrêtable, déjà, ce mouvement-là. Cette pensée créative, positive, combative. Concrètement, mais c'est le fameux... en fait, j'enchaîne sur Hugues, mais c'est le fameux principe de réalité dont vous parlez dans votre livre, qui, moi, quand je suis tombée dessus, ça m'a scotché, parce que je me suis dit, ça, c'est une synchronicité, parce que, voilà, moi, la physique quantique, voilà, j'aime beaucoup aussi, et je m'intéresse à ça. Et donc, l'auteur du livre Pax Dystopia est un adepte de la physique quantique, et a décidé, très jeune, d'utiliser ce principe de réalité que vous décrivez dans le livre, c'est-à-dire essayer de construire son futur, c'est ça ? De créer sa réalité. De créer sa réalité. Oui, voilà. Tout à fait. D'ailleurs, on est en train de créer une réalité, c'en est une parmi d'autres, mais on n'est pas obligé d'y entrer. Et puis, on n'est pas obligé de la construire et de la nourrir. Voilà. Mais c'est valable à titre individuel, par petits groupes ou plus globalement, c'est valable pour tout le monde. C'est pour ça que je disais avant, il y a des gens qui n'imaginent pas du tout ce qui est en train de se passer, parce qu'ils sont en train de conforter cette réalité-là, qui en plus, elle est sournoise parce qu'elle les conforte dans ce qu'on appelle le monde d'avant. Moi, je vois beaucoup de gens maintenant ils ont l'impression qu'on est revenu un peu à la normale. Alors ça va. Voilà. Le monde d'avant, c'est fini. Rassurés. Le monde d'avant, c'est fini. Le monde d'avant, c'est fini. Ouais. Faut se réveiller. Ouais. Il n'y aura plus de retour en arrière, ça c'est sûr. Okay. Par contre, il peut y avoir un monde d'après qui est beaucoup plus intéressant que le monde d'avant. Donc ça, c'est aussi chouette. Voilà. Faut profiter. On devrait profiter de ce moment-là, de cette bascule, pour nous créer une troisième voie. Pas le monde d'après que les grands organisateurs sont en train de nous préparer ou nous mettre dedans. On devrait, nous, profiter de ce passage-là. Justement, c'est un des points positifs pour créer un autre monde, mais pas... je ne suis pas en train de dire on va faire un autre monde, c'est utopique, c'est joli. Vraiment une vraie réalité qui sera peut-être pas parfaite, mais qui sera de toute façon mieux que celle d'avant, et surtout que celle qui est en train de se préparer maintenant. D'accord, comment ? Déjà, je reviens à la pensée. Okay. Ouais, vraiment. Mais c'est très important. C'est difficile à faire. Ouais. Ça, là, j'ai l'air de dire ça comme ça. Mais créer un futur différent pour soi, le vivre déjà maintenant. Parce que, je ne sais pas si on va aller jusque-là, mais l'espace-temps, pour moi, est une donnée complètement aléatoire. Et scientifiquement, comme elle nous est présentée, elle est faussée pour moi. Donc je pense qu'on peut vraiment altérer le futur, le présent et même le passé. On peut faire beaucoup de choses. Le facteur temps n'est pas une donne... C'est élastique. Ouais. Mais comment ? Avec son intention alors. Son intention, oui. Mais ça marche déjà. Il y a plein de gens qui font ça à leur insu, ou des fois consciemment, avec des petites choses. Le problème, c'est que c'est très New Age, c'est très tendance déjà il y a plusieurs décennies. Mais c'est resté un moment très individuel. C'est pour son confort, pour être bien. Mais on peut le faire de manière globale. Et plus il y a de gens qui le feront, ou qui le font déjà, plus c'est en train de s'inverser. Et même si la réalité qu'on nous propose, c'est là où on est pour l'instant bloqué,
nous montre qu'on va vers le plus terrible, c'est même pas sûr. Et nous, en travaillant là-dessus, en étant réellement ça, pas seulement le projetant, mais en étant, on peut influencer ça et on peut le changer. Et est-ce qu'on peut poser des gestes? Des gestes. Dans ce sens-là, dans le sens de cette réalité qu'on veut faire advenir, en fait. On peut poser des gestes, ouais, on peut, oui, mais en visualisant, oui, et en rencontrant des gens qui le font aussi. Il y a des groupes qui se font comme ça. C'est très intéressant. Ils ont une puissance de feu incroyable. Mais c'est vieux, ça. Genre, c'est le principe, j'en parle dans le livre, c'est comme si on est croyant, c'est le principe de la prière. S'il y a des milliers de personnes qui prient ensemble, ils vont créer un truc. Ça va arriver. Nous sommes on est la clé, on est les... Donc chacun est la clé. Chacun est la clé. Oui, mais alors justement, ce qui est génial, c'est qu'à titre individuel, nous le sommes, mais le grand secret, c'est que nous le sommes tous ensemble. Et le problème d'où nous sommes, c'est que justement, on est tous divisés. Parce que la clé, on l'a, et si on met tout le monde ensemble avec cette même clé... Donc, se réunir, créer du lien... Absolument. Ouais. Ça, créer du lien, c'est absolument indispensable. Comme la réalité où nous sommes, le plan où nous sommes, correspond à plein d'autres qui peuvent arriver, tout se rejoint. Donc si on crée du lien, si par exemple on se voit tous ensemble, qu'on refait une soirée, même qu'on ne parle pas de ça, on pose dans un autre plan la même réalité, et après elle devient multiple, et là ça commence à exister. Voilà, je ne sais pas si c'est compréhensible. Oui, tout à fait. D'accord. Donc oui, créer du lien, refuser certaines choses, être fidèle à soi-même, et poser vraiment une intention, même des fois qu'elle s'oppose à plein d'autres gens, ou à plein de systèmes, c'est une des clés. Mais ça, c'est justement ce que le système ne veut pas que nous fassions et nous montre tout le contraire. Avec des mauvais exemples, de la répression et plein de choses. Mais il y a moyen. Il y a moyen, ah oui. Et c'est ça l'espoir aussi. Ah non, mais il faut vraiment imaginer que c'est plutôt intéressant ce qui arrive. C'est violent, mais on peut aller vers quelque chose de superbe. Donc il ne faut pas avoir peur. Ah non, surtout pas. Ah non, ça c'est aussi une des armes de l'ennemi, dirais-je, la peur. Et comment on peut résister alors? Mais je vous dis déjà, à titre individuel, j'insiste là-dessus, ça a l'air de rien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, là on parle, on est en train de dire tout ça, il y a beaucoup de gens en privé qui parlent de choses comme ça. Et après ils sont dans la rue, ils sont dans un magasin, ils sont dans une soirée, ils vont... parce qu'ils sont tout seuls. Commençant par soi, ça se propage aussi. Et puis créer du lien, oui, vraiment. Dans tous les sens du terme. Même si c'est que matériel, on va dire, ou si c'est juste une soirée comme ça, on va créer quelque chose d'inconscient aussi, avec cette énergie-là. On est la clé et on peut changer ça. Vraiment. Ok. Bon, merci pour ce très beau message d'espoir. Est-ce qu'on peut, votre livre, où est-ce qu'on le trouve? Alors, je ne sais pas si vous mettrez un lien après peut-être sur le... Oui, bien sûr. Il y a rien à dire. Enfin, c'est assez facile puisque si vous tapez Pax Dystopia sur un moteur de recherche, pas forcément les plus connus, comme ça c'est sympa aussi, vous arrivez directement sur le site pour le commander. D'accord. D'accord. Donc il est édité à compte d'auteur. Oui. Vous cherchez un éditeur? Ah si, il y a un éditeur qui est intéressé, ça m'intéresse aussi. Ah, c'est de la balle, hein, ça. Hein. Si un éditeur est intéressé, franchement, ça peut faire un carton, hein, vraiment. Ce qui est super, c'est que c'est magistralement écrit et je pèse mes mots. Et franchement, je n'ai pas envie de peser mes mots. J'ai justement envie de dire, c'est vraiment magnifiquement bien écrit. Imaginé d'une façon aussi magistrale, j'ai envie de dire, qui nous donne effectivement un regard sur le monde d'aujourd'hui, sur un futur possible qu'il faudrait vraiment éviter, et ça finit sur une note quand même une note d'espoir lumineuse, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment à lire d'urgence. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicolas. Nicolas Da Seva, auteur de Pax Dystopia. Merci d'être venu dans les studios de BAM. Merci de m'avoir reçu. Oui, bien reçu d'ailleurs. Oui, non, vraiment, vous êtes toujours le bienvenu aussi pour faire partie de la bande, hein, si vous voulez. D'accord, je vais y penser. Voilà. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre interview. Merci de suivre BAM et n'oubliez pas d'aller sur notre site et nous avons aussi besoin d'aide, donc de l'aide en nature bien sûr, mais aussi de l'aide financière, donc n'hésitez pas à faire un don à BAM pour que nous continuions à vous informer comme nous le faisons. Et partagez et likez. Voilà, merci beaucoup, merci Nicolas. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir.